Ce soir, à APTN Nouvelle Nationale, délai dans les demandes de principe de Jordan, des jumelles menacées de séparation. Un nouveau poste de police à Uptitswan, l'humour autochtone prend le devant de la scène et une entrevue avec les fondateurs de Niche Media. Tunisugeti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue à APTN Nouvelle Nationale. Une autre manifestation contre le projet de loi 97 s'est tenue, cette fois-ci, dans les rues de Montréal lundi dernier. Le projet de loi controversé visant à moderniser le régime forestier suscite une vive réaction au sein de l'opinion publique et rencontre une opposition grandissante. Des centaines de personnes ont répondu à l'appel en cette journée fériée. Autochtones et allochtones étaient réunis pour l'avenir des forêts. Lani Dubé tenait à venir montrer son soutien à Montréal après avoir vu de nombreuses personnes se rendre dans sa région pour faire de même. Je suis venu à Montréal pour manifester parce qu'il y a eu des manifestants qui se sont présentés sur place pour venir nous appuyer. Les territoires sont vraiment dévastés. Puis, on veut que... On veut pas qu'ils coupent tout parce que c'est notre garde-manger aussi. Hein? On s'en sert beaucoup de la forêt. Des sœurs jumelles au secondaire sont à risque d'être séparées. L'une d'entre elles devra possiblement changer d'école si le programme de subvention du principe de Jordan ne leur donne pas une réponse prochainement. Le délai de réponse du programme pose de sérieux problèmes pour des familles. Stéphanie Dessay va rencontrer les jumelles et leur maman. À partir de la semaine prochaine, on va commencer à noter. C'est le retour en classe pour Rosalie et sa sœur jumelle Violette, dans une école secondaire à Montréal où elles se sentent bien. Mais l'avenir des jumelles à l'Académie Centennial est incertain. Le principe de Jordan subventionne les frais de scolarité de Rosalie depuis 2 ans et Violette depuis 3 ans. Cette année, l'une d'elles sera peut-être obligée de quitter l'école. La mère des jumelles, Noémie Vincent, est dans l'attente. Mais là, finalement, on a eu l'information au milieu de l'été qu'on n'aurait pas la nouvelle à temps. Ce qui fait que là, on s'est retrouvés vraiment mal pris parce que qu'est-ce qu'on fait? Là, nos filles, on les a quand même fait commencer l'école là-bas parce qu'on souhaite de tout cœur qu'elles puissent continuer là-bas. Les jumelles ont de la difficulté à l'école depuis qu'elles sont petites. On a eu des difficultés d'apprentissage qui ont été diagnostiquées, troubles d'attention, anxiété. Les parents ont fait de multiples recherches avant de trouver une école adaptée aux besoins de leurs filles. On a fini par trouver une école incroyable. Ça donne que c'est dans le domaine privé, mais ça a complètement changé nos vies. C'est sûr qu'il y a un coût à ça. Puis quand on a su que le principe de Jordan pouvait financer ça, sincèrement, j'ai versé une larme tellement j'étais soulagée. Ça a complètement tout changé. Ils sont heureuses, sont motivées, l'anxiété est descendue. Pour plusieurs parents, cette année, les réponses de demande de subvention au principe de Jordan tardent à entrer. La famille doit s'activer pour trouver un plan B afin d'être en mesure de débourser les frais mensuels de scolarité. Moi, ça m'inquiète parce que l'école coûte cher, puis comme je sais que c'est vraiment dur à payer. C'est sûr qu'il y a une des 2 jumelles qui a plus de difficultés que l'autre. Fait que celle qui a plus de difficultés, on va essayer de tout faire pour pouvoir la laisser à cette école-là, comme je dis. Peut-être prendre un prêt, peut-être demander à la famille. Ici, j'ai toutes mes amies, puis je comprends bien les cours et tout, puis ben là, ça se peut que je parte, puis j'ai pas envie. Ce qui met la mère dans une position délicate. Ça me brise le cœur de me dire qu'elle serait séparée. Madame Vincent dit avoir épluché le programme des écoles qui offre du soutien. Sinon, on nous dit, bien, il y a les écoles publiques. Pour l'avoir essayé dans le passé, ma fille, ça l'a mis en dépression là, parce que c'était trop pour elle. Le Conseil Mohawk de Kahnawake s'est positionné lorsqu'il a appris que les fonds du programme du principe de Jordan seraient retardés dû à des délais juridiques et administratifs. We had a discussion around it, and what we decided was that we were going to address the most urgent needs first, and that came to, I believe it was 25 students. Le Conseil a adopté une mesure d'urgence exceptionnelle pour couvrir les frais de scolarité en cours pour un montant de plus de 325 000 $ dans l'attente d'un remboursement complet du programme. La maman des jumelles a eu une réaction lorsqu'elle a appris cette décision. Tu dis « wow », ça veut dire qu'ils croient au potentiel de ces élèves-là.
C'est sûr qu'on pousse dans ce sens-là. On aimerait ça avoir juste un plan B. Est-ce qu'on peut avoir une solution, même si c'est juste une partie qui pourrait nous aider? À la recherche de solutions, Mme Vincent a aussi adressé une demande à sa nation, celle de Wendake. Elle explique que le conseil de Wendake a les mains liées. La demande a été envoyée, mais le conseil est aussi dans l'attente. Mais quand on appelle, les gens se relancent la balle. La ministre fédérale responsable du principe de Jordan, Mandy Goldmasty, n'a pas pu donner suite à la demande de commentaires avant le délai de diffusion. On est parti tôt. L'inaction du gouvernement inquiète Mme Vincent. Là, si en plus le gouvernement vient nous couper les possibilités d'envoyer nos enfants là, ils ne nous mettent pas une autre solution devant nous. On n'a juste pas de solution. Puis je trouve ça plate de tout de suite dire, bien, c'est voué à l'échec. Mes filles vont juste décrocher de l'école finalement, jamais avoir leur diplôme, être déprimées là-dedans. On n'a vraiment pas envie de vivre ça comme parents, là, c'est sûr. Qui prendra la note des frais de scolarité pour les mois à venir? Est-ce que les filles seront séparées? L'histoire ne le dit pas encore, mais le temps presse. Stéphanie Desèvres, APTN Nouvelles Nationales, Montréal. Pour mieux comprendre le principe de Jordan, regardez notre vidéo explicative sur YouTube, Facebook, X, Instagram et TikTok en début de semaine prochaine, en suivant Nouvelles APTN. Au retour de cette courte pause, un nouveau poste de police à Upit-Swan et une émission humoristique autochtone. Soyez là. Bienvenue. Les nouvelles installations du poste de police de Upit-Swan a été inaugurée en début de semaine par le Conseil des Atikamekw de Upit-Swan et la sécurité publique Upit-Swan. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, et Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, étaient présents pour l'inauguration. Ce projet d'envergure représente un investissement de plus de 4,2 millions de dollars de la part des gouvernements fédéral et provincial et du Conseil des Atikamekw de Upit-Swan. L'agrandissement du poste de police permettra d'offrir des services à proximité adaptés aux besoins de la communauté. Selon Randy Wezino, directeur de la sécurité publique de Upit-Swan, ces nouvelles installations, conformes aux normes actuelles, faciliteront aussi la rétention et le recrutement du personnel. Il ajoute que ces améliorations renforcent la fierté communautaire et permettent d'offrir des services à la hauteur des attentes. On ne s'en cache pas dans nos communautés, surtout nous autres, la langue est parlée encore à 98 %. Les jeunes grandissent avec le Atikamekw. Fait que pour nous, c'est important de pouvoir donner un service à nos gens qui sont bien souvent vulnérables, qui passent dans nos services de police. Fait que pouvoir leur donner un service à l'intérieur de la communauté, sur le territoire, par des membres de la communauté, autant autochtones qu'autochtones, et leur donner l'expertise qu'ils ont le droit. L'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations a eu lieu à Winnipeg cette semaine. C'est la première fois en plus de 10 ans que la réunion se tient là. Elle fait suite au controversé projet de loi C5 du gouvernement Carney qui a été adopté à la hâte par le Parlement au printemps. Les Premières Nations craignent que cette loi sur le développement économique ne soit utilisée pour passer au-dessus de leurs droits inhérents issus des traités. Le journaliste de PTN, Fraser Needham, était présent. Voici son reportage. Le projet de loi C5 du gouvernement fédéral suscite de plus en plus d'inquiétudes au sein de nombreuses Premières Nations. C'est ce qui semblait être dans l'esprit de la grande chef Kira Wilson de l'Assemblée des chefs du Manitoba lors de son discours à l'Assemblée générale annuelle de l'APN qui a eu lieu mercredi. While there may be different views on the Build Canada Act, I believe that we can all agree on this, that progress cannot come at the cost of our rights, our treaties, or our responsibilities to the land. Anything that we do in this country will not be at the expense of our lands and our waters and our resources. I know that. La loi a été adoptée en juin par le Parlement et le Sénat et décrétée par le gouvernement Carney en moins de 2 semaines. Certaines Premières Nations craignent que la loi serait utilisée pour contourner leurs droits inhérents. Le gouvernement envisage d'agir rapidement sur des projets nationaux. Le grand chef Garrison Settee de Kiiwetinoong-Okimakanak du Manitoba a déclaré que les Premières Nations doivent demander des comptes au gouvernement en ce qui a trait à son obligation de consultation.
And the conversation revolves around the threat to our rights, our pre-existing inherent rights, and also the exclusion of free, prior, and informed consent in a process that would potentially impact our First Nations here in Manitoba. But I think it's time that, as Indigenous people, we control the narrative. La chef nationale Cindy Woodhouse-Nepinac a également déclaré que son organisation comptait demander des comptes au gouvernement dans le prochain budget fédéral concernant les engagements financiers envers les Premières Nations. And when we asked about reports of federal cuts to First Nations budgets, the Prime Minister reassured chiefs at that meeting that he understood that more needs to be done, not less. The truth is that the persistent gap in socioeconomic outcomes between First Nations and the rest of Canada coincided with the 2% cap that was imposed for decades. Dans son discours, la ministre des Relations avec les Autochtones, Rebecca Alty, a déclaré que son gouvernement souhaitait remédier à la stagnation de l'économie canadienne. Mais pour ce faire, elle souhaite travailler en partenariat avec les Premières Nations. My goal as Minister of Crown Indigenous Relations and the goal of our government is to build resilient economies in true partnership with First Nations. Nation building must be grounded in real equity and shared stewardship of resources, not as a lofty ideal, but as a fundamental principle. Visitez notre page YouTube pour visionner l'intégralité de l'Assemblée générale annuelle de l'APN et y voir des allocations sur la réforme du système de protection de l'enfance, de sécurité publique, de racisme systémique et de la toxicomanie. Un reportage de Fraser Needham, APTN Nouvelle Nationale, Winnipeg. C'est au Festival Montréal Série qu'a eu lieu la première mondiale du documentaire Pitagostop. Bienvenue au Pitagostop, notre boutique halte routière, kiosque culturel d'information et de services. C'est-tu correct pour commencer? C'est pas trop... Conçue, produite et réalisée par des Autochtones, cette série humoristique met en scène le quotidien des employés d'une halte routière dans une communauté anishinaabe. Là, il faut que je trouve une idée pour faire plus d'argent. René Rousseau incarne l'un des personnages principaux, le propriétaire de Pitagostop, qui engage une équipe de tournage dans le but de réaliser un documentaire sur leur quotidien. Il a bondi sur la chance de jouer Paul Pitaguiche. Un projet télé drôle comme ça, j'étais... je grinçais de bonheur. Là. Je lisais, j'avais tellement hâte de le faire. Ça a été pour moi une jouissance, en fait, intellectuelle de pouvoir dire ces choses-là enfin, puis d'être comique comme on l'est. Moi, j'ai adoré. L'équipe de Pitagostop s'est retrouvée au Festival Montréal Série, le premier du genre en Amérique du Nord à être entièrement consacré aux séries télévisées, afin de célébrer leur première mondiale. Présentant des séries de 17 pays, la cofondatrice du festival, Brigitte Janson, a saisi l'opportunité de présenter Pitagostop, une série autochtone différente de toutes celles vues auparavant. Quand j'ai découvert Pitago, d'abord j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé qu'il y avait un humour que je n'avais pas vu ailleurs. Et là, je me suis dit, c'est vraiment intéressant, on est vraiment en 2025 pour présenter qu'est-ce qu'est la communauté autochtone aujourd'hui et de les voir d'une manière différente. Le personnage de Kiwi est décrit comme un bum au grand cœur. C'est écrit Dove sur le savon? C'est le mot Anishinaabe pour propre. Et est joué par Andawa Lavo. Je suis un grand fan de la série The Office à la base. J'ai vu que ça ressemblait un peu, c'est un faux documentaire. Fait que puis on avait l'option de jouer avec la caméra, regarder la caméra, t'as pas ça souvent. Ça, c'est intéressant. L'humour tourne souvent au sarcasme et à l'autodérision. Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère était la princesse Pababonka. Ce qui pourrait mettre certains allochtones dans l'inconfort de savoir s'ils peuvent rire ou pas. Comme le dit Océane Kitura Bohémier-Toutou, qui interprète Minish. Je pense que ça va les pousser en dehors de leur zone de confort, peut-être, mais je pense qu'ils vont embarquer. Là. C'est drôle. Il y a beaucoup d'autodérision, surtout. Là. Fait que je pense qu'au début, ça va peut-être choquer. Mais ouais, ça va être drôle. Tout le monde peut comprendre. Amélie Grenier est la seule allochtone qui a un rôle principal dans cette série. En voici Francine. La comptable irrévérencieuse du Pitagostop.
Elle décrit son personnage comme un magnifique défi et elle aussi a appris à apprécier l'humour autochtone. Ce personnage-là de Francine était un magnifique défi pour moi parce que pour la première fois, on m'offre vraiment quelque chose d'irrévérencieux, de pas très gentil, de très explosif que j'ai dû demander à un moment donné, excusez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tant caucasienne, j'avais aucune idée. Je savais que c'était écrit comme un punch, mais je comprenais pas le punch. Donc, on a dû m'expliquer le punch. Mais je suis très, très contente, vraiment. J'ai été embrassée par tous ces êtres-là et ça a été formidable comme expérience. L'émission comprend 12 épisodes de 11 minutes et avec des voix comme celle-ci, l'humour autochtone sort de l'ombre et prend enfin la place qui lui revient. On est drôle, on a de l'humour. Tu sais, le drame et tout ça, il existe, puis c'est important qu'on en parle, mais il n'y a pas juste ça. J'espère que ça va faire des petits aussi, puis qu'on ait 10 saisons, tout ça. Mais oui, tu sais, c'est le fun qu'on puisse enfin montrer notre humour, notre rire, notre manière d'être, qui n'est pas, tu sais, juste le passé. On est présent là aujourd'hui, puis c'est ça qu'on vit, puis c'est le fun de le faire. La saison 1 sera diffusée en début d'année sur APTN et Radio-Canada. Au retour de la pause, on rencontre les créateurs de cette série autochtone québécoise, cofondateurs de Niche Media, Sonia Bonnefield-Boileau et Jason Brennan. Restez des nôtres. Bienvenue. Niche Media est l'une des rares maisons de production autochtone au Québec. Depuis presque 20 ans, il donne aux professionnels autochtones de l'industrie télévisuelle et cinématographique leur propre voix. Que ce soit dramatique, comme dans le cas de Pour toi, Flora, ou humoristique, comme avec Pitago Stop, leur but est de mettre en lumière des récits authentiques racontés par les Autochtones. J'ai eu la chance de m'entretenir avec les cofondateurs de Niche Media avant la première de Pitago Stop. Voici mon entrevue. Je m'appelle Méniche. Je viens de revenir dans la communauté. J'étudie à Montréal. OK. Méniche, t'es la fille à Bonnie Michel? Non, ça, c'est l'autre Méniche. Ah, Alus. C'est ma tante. Ah ben, t'es la fille à Fufu. Parce que tu peux pas être la fille à Jizz. Non, Jizz, elle a eu juste un kid, puis c'est un gars gros comme un bœuf quand il était bébé. Ah ben, la fille à Fufu. Non, Fufu, c'est ma tante aussi. Je suis la fille à Jizz. C'est moi, le gros bœuf. Bonjour! Bonjour! Ça me fait tellement plaisir d'être sur le tapis rouge avec vous, non seulement pour célébrer Pitago Stop, qui est à Montréal en série cette année, mais aussi on est à une année de votre 20e anniversaire. Pensiez-vous, il y a 20 ans, que ça serait aussi populaire qu'on veuille entendre ces voix autochtones? Je pense qu'il y a 20 ans, non. Je pense qu'on y croyait pas tant, mais on avait une vocation, une volonté de faire entendre nos voix, de se faire entendre, de raconter nos histoires. Mais dans les 10 dernières années, il y a tellement eu une belle évolution dans la société, du progrès, qui fait que là, on sent vraiment qu'on a notre place et c'est beau de voir qu'il y a une belle place, comme ici à Montréal en série, pour du contenu autochtone. C'est vrai qu'on trouve que dans les dernières années, la voix autochtone, non seulement est plus forte, mais on dirait qu'elle se fait porter mieux. Les gens n'ont pas peur de le partager. C'est pas dans le era de caching où est-ce qu'on disait on peut pas faire ça. Est-ce que vous le ressentez de votre côté aussi? Oui, bien c'est sûr qu'il y a une ouverture qui est là aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu moins là il y a plusieurs années, mais ça, c'est le travail acharné de, je pense, tous les producteurs autochtones au Canada, le fait qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de variétés, il y a tellement de différentes visions de comment raconter une histoire. Puis je pense que l'auditoire est au rendez-vous à cause de ça. Il y a plusieurs plateformes aussi, puis maintenant, avec le streaming, c'est rendu que c'est accessible autour du monde. On a vu North of North sur Netflix. Est-ce que ça vous met du vent dans les voiles? Ah, absolument. Le fait qu'il y a un intérêt international pour nos histoires, je trouve que ça nous motive à continuer de développer, d'écrire et de penser
à l'auditoire différemment. Parce que je pense qu'on se forçait beaucoup à raconter des histoires auxquelles seulement les gens ici pouvaient s'identifier. Maintenant, on y va plus large. On est fiers de montrer qui on est à l'international, puis de trouver aussi les belles similitudes qu'on a comme être humain. Puis c'est d'ailleurs ça qui fait le succès de North of North. Bien, puis j'adore que tu dis ça parce que je trouve que c'est le fait que les histoires qu'on racontait étaient souvent, justement, les histoires peut-être un peu plus tristes, les histoires qui doivent se faire connaître, mais des histoires qui mettaient peut-être un nombre sur l'héritage qu'on a apporté, tandis que des émissions comme Pythago Stop, ça met une lumière, ça met de la joie, ça met du rire. Bien oui, c'est sûr. Je pense que les histoires un petit peu plus tristes, comme qu'on dit, avaient besoin d'être contées. Il faut continuer à les compter, mais pour nous, en fait, on avait le goût de raconter quelque chose qui était un petit peu différent, qui apportait de l'humour, qui apportait cette saveur-là qu'on connaît tous de nos communautés. Est-ce qu'on trouve que c'est difficile, par contre? On sait que les plateformes, oui, une plus belle ouverture, oui, ça nous permet d'aller à l'international, mais est-ce que c'est plus difficile de créer du contenu aujourd'hui et encore plus un contenu autochtone qui n'est pas encore... Bien, pas à l'échelle, mais qui n'est pas encore peut-être en demande autant ou qui est peut-être pas assez connu que les gens fassent « Ah oui, ah oui! » C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de créer du contenu, point. Je pense que c'est pour tout le monde parce que, justement, il y a des compressions budgétaires à cause de la façon que nos projets sont financés au Canada, à cause de toutes les plateformes et de la compétitivité d'avoir du contenu à travers le monde. Mais les succès qu'on voit, autant dans les plateformes que les diffuseurs, c'est les projets qui ont une saveur locale ou une saveur particulière et identitaire. Et c'est là, je pense, que le contenu autochtone peut vraiment se démarquer parce qu'il est unique. Chaque nation a sa façon de raconter son histoire, puis c'est ça qui fait que ça se démarque sur une si grande variété de contenus sur des grandes plateformes. Puis Pythago Stop, parlons-en, c'est quelque chose de typique. La station d'essence, la halte routière. Quand vous avez décidé de la créer, cette émission-là, c'était quoi peut-être le but ultime, mais aussi juste le moment que vous avez fait « Ah ouais, ça va être cool ». Bien, en fait, ça fait longtemps. C'est une idée qui est née il y a 12 ans. Ah ouais? Ah oui, ça a pris quand même un bon petit bout. Et puis... Mais disons que c'est un peu comme je disais, on avait fini, on voulait prendre une pause de pleurer, on voulait retomber en enfance, puis partager avec le public les personnages qu'on côtoie souvent en communauté, les histoires, la petite saveur qui existe, l'histoire du cousin, l'histoire de la tante, l'histoire, les choses qu'il faut avoir vécu pour savoir que c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu une réaction? Est-ce que si on parle, admettons, du peuple allochtone, est-ce que vous avez vu une réaction, un changement envers ce que vous faites? Avec Pythago Stop précisément ou en général? En général, énormément. Je dirais qu'après Pour toi, Flora, c'est fou le vent de reconnaissance. Bien, reconnaissance, mais aussi juste des gens très humbles qui disaient il y a plein de choses que je ne savais pas et que là, je découvre et je me reconnais et je me vois dans tel personnage, malgré la différence culturelle. Puis avec Pythago Stop, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de l'humour, on le sait, dans nos communautés, on aime rire. Là, je pense que ce qui va être intéressant comme une soirée comme ce soir où ça joue pour la première fois devant un public de tout horizon et de toute culture, c'est de voir la réaction où les gens vont rire. Est-ce que c'est au même endroit? Est-ce que c'est à des moments très différents d'une culture à l'autre? Est-ce que les Allochtones vont être à l'aise de rire de certaines affaires qui sont un peu pointues ou est-ce qu'ils vont être mal à l'aise? Moi, j'ai hâte de voir la réaction des gens. Bien, j'ai très hâte aussi et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire pour les 20 prochaines, 30 prochaines années. Merci d'avoir commencé. Merci d'avoir, comme on dirait en anglais, broken that glass ceiling. Et félicitations à vous deux. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin d'APTN Nouvelles Nationales. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. La Chronique.